Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Très heureux de vous retrouver dans ce magazine de dimanche. Ce soir, nous avons un invité qui n'est plus à présenter, Nyakalala Mivumbi Benjamin, coordonnateur des ex-Kadogo. C'est pas la première fois que nous le recevons, on le reçoit plusieurs fois déjà. Il parle finalement de son évolution, de son parcours, mais également du parcours de l'AFDEL, parce que l'AFDEL, ici, il faut qu'on se le rappelle, l'AFDEL a combattu finalement les ex-militaires zaïrois à l'époque. Il était parmi ceux-là qui étaient dans les escadrons de cette force qui avait finalement débouté le régime Mobutu. Alors, dans ce sens-là, on l'a toujours pris pour discuter avec lui, parler un peu de l'évolution de la guerre à l'est de la RDC, mais également, nous dénicher également quelques plans qui pourraient aider à éradiquer cette crise qui sévit en République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur Benjamin Nyakalala. Je vous ai présenté comme coordonnateur des ex-Kadogo. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, avec toi, on va parler de l'actualité et plus particulièrement de la guerre qui sévit en République démocratique du Congo. Oui, je suis là. Voilà, alors on prend un tout premier élément, là, on parle du chef de l'État qui était finalement à Addis Abeba, à l'Union africaine, pour discuter de la crise qui sévit en République démocratique du Congo, dans le sens de produire un dialogue entre la RDC et le Rwanda. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment l'Angolais Joao Lourenço, organisateur de cette rencontre, les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Lourenço, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la énième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrefaites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. Alors, je reviens à vous, monsieur Benjamin. Tout à l'heure, là, le chef de l'État aux côtés de ce père pour discuter finalement de la paix à l'Est. Il faut dire que, bon, le chef de l'État négocie aujourd'hui, veut dialoguer avec Paul Kagame. Mais la question demeure, faut-il dialoguer avec l'M23, qui est en train de broussailler quand même la RDC dans cette partie, ou il faut dialoguer avec, finalement, le Rwanda, Paul Kagame, qui nie être dans le complot? Vous voyez ce sommet qu'on vient d'organiser aujourd'hui, parce que le Rwanda a échoué de prendre des sacs. Oui. Semaine passée, M23 a subi beaucoup de pertes de militaires. C'est pourquoi le Rwanda manipule les chefs d'État pour organiser ce sommet. Ah bon? Oui. Parce que là, on dit aussi qu'il faut faire un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est juste pour que le M23 puisse se réorganiser encore pour attaquer nos positions. Je n'ai jamais fait confiance au sommet africain. Pourquoi? Je me rappelle, on avait tué Abiyarimana, il venait des sommets d'Arusha. On avait tué Mouzé, il prétendait aller au sommet à Yaoundé. Avec ce qu'on commence avec ces sommets encore, moi je vois mal. Je vois mal avec ces sommets.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là finalement? Parce que quand vous citez Habyarimana, on sait qu'il y a eu un complot contre lui. Il a été finalement abattu dans son avion. Oui. Alors quand vous arguez de cette façon, c'est pour dire quoi? Qu'on veut à tout prix non, le président le piège finalement, chef de l'État, selon vous? Oui, c'est un piège. Oui, c'est un piège. Il faut que le président de la République puisse se déplacer encore. On ne sait pas qu'est-ce qui vous fait dire ça finalement? Non, c'est l'histoire. Les Rwandais n'ont jamais respecté les accords. Ouais. Depuis les accords d'Ensele, Kagame était encore rebelle. Jusqu'à maintenant, il n'y a que des sommets, des accords qui ne respectent pas. Ouais. Ils cherchent encore à faire quelque chose. Il y a plusieurs accords quand même qui n'ont pas abouti, quand même, il faut le dire. 30 ans. Donc, c'est quelque part, il y a peut-être la mauvaise volonté d'appliquer les accords de la part du Rwanda. Kagame n'a jamais respecté les accords. Ça, il ne faut pas se mentir qu'il y aura des accords qu'il va signer là-bas. Mais c'est dangereux quand même quand on déplace plusieurs chefs de l'État et pour ne pas respecter les accords. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part, on ne nous considère pas finalement? Je t'ai dit que ces sommets, moi je ne fais pas foi à ça. Parce que déjà, Kagame a déjà propagé des nouvelles que le président Félix devient une menace pour les Rwandais. Là, c'est impardonnable pour les Rwandais, même si on fait des accords. Ça, je t'ai dit, franchement. Finalement, la question elle est ouverte quand on dit faut-il négocier avec le M23, par exemple? Parce que c'est eux qui font la guerre sur le terrain. Il n'y a pas un 23 sur le terrain. Ce sont des Rwandais. Combien de fois que je vais vous dire ça? Non, parce que Kagame nie son implication dans ce mouvement rebelle. Et il est parti au sommet, pourquoi? Il a été invité. Il était invité, oui, parce que c'est lui l'acteur principal. Mais il ne change pas de discours. Il reste ferme. Il dit qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire. Il a été toujours comme ça. Depuis l'AFD. Kagame n'a jamais accepté que ses militaires soient au Congo. Nous étions avec FPR à l'époque. Vous avez été à Kadogo, vous avez parcouru l'est de la RDC jusqu'à Kinshasa, vous avez fait la guerre contre le régime de Mobutu. Alors, cette partie de l'Est, vous avez été ensemble avec le Rwandais. Est-ce qu'on peut dire que le Rwandais maîtrise bien aujourd'hui cette partie de l'Est, là où ils sont cramponnés finalement, vous pensez? Il maîtrise très bien le Massissi. Très bien. Et pour les déloger, vraiment, il faut un mouvement des troupes. Un mouvement des troupes, c'est-à-dire? Le mouvement des troupes, il faut que le président de la République ordonne et sensibilise la population. La RTNC doit en parler pour déloger le Kagame dans les Massissi. Est-ce qu'il s'agit de déloger ou de les traquer finalement et les tuer, s'il faut utiliser un terme bizarre? Parce que ce sont des rebelles. Les agresseurs, ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des agresseurs. Ce ne sont pas des rebelles. C'est là où on se trompe, nous les Congolais. C'est l'agressé, c'est le Kagame lui-même. Donc c'est ceux de Rwandais qui agressent la RDC et non des militaires congolais en rebelles. Je veux dire, rebelles. C'est ce que vous voulez dire finalement. Là, il n'y a pas vraiment suffisamment de militaires congolais. Wilingoma, Corneille Nanga aujourd'hui, qui a également rejoint le mouvement, ce sont des Congolais quand même qui sont à l'intérieur. Depuis que Corneille Nanga était militaire. Non, ça ce sont des amusements. Voilà. Alors, on va continuer cette discussion. Il est temps pour nous peut-être de prendre un deuxième élément qui parle toujours de cette guerre-là. Le chef de l'État a reçu en audience l'ambassadrice des États-Unis. Il a été question de parler de la crise qui sévit à l'est de la RDC. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'est détériorée ces dernières semaines, a été au centre des échanges ce mercredi entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucy Tamline. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques.
En croire la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Voilà, le chef de l'État a reçu l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa. Alors aujourd'hui, il y a des pôles qui se situent par rapport à la situation de l'Est. Il y a des pays qui soutiennent finalement le Rwanda et ceux-là qui veulent soutenir la RDC. Alors la Pologne s'est présentée comme un allié du Rwanda. Alors comment comprenez-vous, vous, en tant que militaire, cette façon de faire? Oui, je peux remercier le chef de l'État parce qu'il a montré à la face du monde qu'il était capable de démontrer qui est le vrai ennemi des Congolais. Parce que je vous disais toujours que le Rwanda, c'est un petit pays. Maintenant, la Pologne vient de se prononcer. Qui voit la Pologne, voit l'OTAN, voit les États-Unis, la France. Ok, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à chercher l'ennemi. L'ennemi est déjà connu. Maintenant, c'est les peuples et l'armée qui doit faire face à ça. Parce que si les Somaliens avaient arrivé à faire échec aux Américains, je pense que nous aussi on peut le faire. Mais la Pologne, c'est quand même une puissance importante en Europe aujourd'hui. Entendre la Pologne se prononcer contre la RDC, est-ce que vous pensez que le Congo peut faire face à une telle déclaration? Oui, on peut faire face. Si les Somaliens ont fait face aux Américains, les Congolais aussi peuvent le faire. Qu'est-ce qui manque finalement à la RDC ou aux Congolais de créer une dynamique réelle contre ces offenses-là de Rwandais et deux autres? Oui. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque parce que nous prenons tout à la légère. Ah, ça c'est une bonne réflexion. Nous prenons tout à la légère. Le président de la République avait déjà parlé que nous sommes déjà en guerre. La parole d'un chef de l'État, c'est une loi. Maintenant, c'est à son entourage qui allait propager ça au sein de la population. Au lieu de mobiliser la population pour la guerre, et la RTNC, maintenant, on est là pour voir qui va être Premier ministre et qui va être... On est en train de chercher des postes politiques. On commence à chercher des postes. Alors ils oublient que l'ennemi, si nous continuons à dormir et de ne pas respecter ce que le chef de l'État a dit, d'engager une guerre, on va nous jeter tous à Brazzaville. Il faut qu'on tire attention. On va nous jeter tous à Brazzaville. Ils vont arriver jusqu'à Kinshasa selon vous? Je t'ai dit que l'ennemi est malin. Laissons d'abord le problème des postes. Combattez d'abord pour l'intégrité de notre pays. Je pense que les postes viendront après. Mais la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. L'armée congolaise aujourd'hui, il faut dire qu'il détient quand même un portefeuille important. On parle de plus d'1 milliard de dollars à mobiliser pour le front. Mais on a comme l'impression que cela ne valide pas l'action militaire de la RDC. Comment comprenez-vous cela? Non, c'est-à-dire la coordination des fonds n'est pas vraiment transparente. Si la coordination des fonds était transparente et chaque militaire aperçoit ce que le chef de l'État a loué pour lui, je pense que c'est cette guerre qu'on peut terminer à un clé d'œil. Il y a un problème de coordination, oui. Est-ce que c'est un problème d'arsenal militaire qui nous manque? Est-ce que nous n'avons pas assez de matériel adéquat contre le rebelle? Parce que vous parlez d'une coordination, mais est-ce que nos militaires, parce qu'ils sont au front, ils ont le moral sûrement, mais alors qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est simplement la coordination? Vous voulez parler de la trahison? Est-ce qu'on a assez de matériel de guerre pour contrer la rébellion M23? Tu sais, il y a un voleur qui entre dans votre maison, tu n'allais pas attendre pour sortir, pour acheter une machette. Non, on peut se battre avec tout ce qu'on a dans la maison.
Ils nous ont agressés. Ils sont chez nous. Ce n'est pas il faut seulement acheter les armes sophistiquées, non. On peut se battre même avec les bateaux. À la faire mer. face aux bateaux, alors que nous, on nous tire avec des armes létales. Nous, on va faire face, comment dire, Non. ramener le bateau devant une arme. Non, Ça. ils sont tentés de nous jauger. Oui. Si réellement nous sommes attachés à notre patrie, s'il y a une forte mobilisation, je te dis que aucune armée peut faire face à la population. Est-ce que les FARDC peuvent gagner finalement cette guerre contre l'M23? Si à l'époque, Oui. forces armées aéroises avaient gagné FPR à Byumba, au Rwanda, c'était juste les paracommandos que Mobutu avait envoyés, qui avaient repoussé FPR à l'époque jusqu'à retourner encore en Ouganda. Qu'est-ce qui peut nous manquer de gagner cette guerre? Est-ce un problème de trahison parce qu'on parle des infiltrés jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous pensez réellement qu'on a affaire également aux infiltrés ou à la trahison, vous pensez? C'est ça le langage qu'on doit cesser avec ça. Moi, je bon. n'aime pas ce langage d'infiltré. On ne peut pas infiltrer une armée. Non. Parce que il y a les militaires travaillent avec les règlements militaires. Quand vous dites trahison, tu sais que même les militaires peuvent commencer à se poser des questions. Qui trahit, qui est infiltré, tu vois. Parce que pour le moment, nous sommes marginalisés, les Swahilophones, on dit que nous sommes des infiltrés. Et, tu sais, ce sont les mots courants qui se disent. Ce n'est pas une bonne langage, ce n'est pas un bon langage, ça. Il faut changer ça. Quand déjà les gens, on constitue déjà une force, on ne peut plus continuer à dire qu'il y a des infiltrés. Non, parce qu'il y a service de renseignement militaire qui est là pour dénicher les infiltrés. Mais on commence même des partis politiques, les infiltrés, les infiltrés, les infiltrés. Non, l'armée américaine, est-ce que ce sont des pires Américains qui constituent l'armée américaine? Il n'y a pas même les Congolais qui sont dans l'armée américaine. Non, il faut cesser avec ça. C'est une faiblesse. Il faut fédérer les efforts ensemble. S'il y a infiltré, il va fuir lui-même. C'est ça. Mais on a du mal finalement à repérer, on a comme l'impression, ces infiltrés qui trahissent apparemment les services de renseignement. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas assez outillés, mais a de la peine à dénicher quand même ces infiltrés, puisqu'on parle toujours des infiltrés. Des infiltrés, maintenant il faut dénicher les infiltrés. Montre à la population, regardez ceux-là qui étaient des infiltrés. Il y a d'autres généraux qui sont incarcérés pour rien en disant que le communique avec Kagame, je ne sais pas, parti par... Il n'y a pas de preuves tangibles. C'est dangereux maintenant, parce que bon, il y a d'autres personnalités qui semblent être impliquées. On avait vu Manga Chouchou qui était emprisonné, on parle encore de... Enfin, je ne cite pas le nom, quand même c'est une dignité dans ce pays. Lui également, on dirait qu'il est également en messe avec le Rwanda. Et d'autres généraux qui sont même incarcérés au Japon. Est-ce que vous pensez que ça ne met pas mal à l'aise finalement les FARDC qui opèrent dans cette partie? Tu sais, une trahison dans l'armée, nous quand j'étais encore dans l'AFDEL peut-être... on ne peut pas même emprisonner un traître. Nous, c'était de l'exécuter. C'est ça. Parce que... La peine des morts, ce que vous voulez réclamer, vous aussi, comme l'avez réclamé le ministre de la Défense. S'il y a la culpabilité, ce soldat ne mérite pas d'être congolais. Il doit rejoindre, il peut servir aussi comme engrais chimique. Très bien. Alors, vous aviez parlé de la population qui devrait s'impliquer. On prend tout à l'heure là les manifestants qu'il y a eu à l'Est toujours. Ils se sont manifestés contre la guerre. Ils ont fait une marche publique. Une marche de commentaires. La marche est partie de la place Moulamba jusqu'au gouvernorat de province en passant par le rond-point Mundiirwa. Au gouvernorat, un mémorandum a été lu par le manifestant. Dans ces documents adressés au président de la République, la société civile exige le retrait de la RDC, de l'Est African Community, EAC en sigle, et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ainsi que la fermeture
immédiate de frontières avec le pays agresseur, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Les manifestants ont également appelé à la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays de l'Union européenne qu'ils accusent de complicité avec les éléments du M23, auteurs de massacres commis en République démocratique du Congo. Manifester pour dénoncer l'agression de notre pays par les Rwandais et l'Ouganda qui occupent une grande partie du territoire de Rutshuru, de Masisi et même de Nyiragongo. Nous ne voulons pas la guerre chez nous, nous voulons l'unité de notre pays. Nous voulons que l'intégrité de notre pays soit respectée par tous les États. Au cours de cette manifestation à laquelle ont pris part des centaines de personnes, la société civile a également demandé la mise à l'écart de tous les officiers militaires issus de différentes rébellions et qui sont impliqués dans les opérations militaires dans l'est du pays. Les manifestants ont aussi appelé le gouvernement congolais à renforcer la logistique de FARDC pour optimiser leurs capacités opérationnelles afin de mettre les rebelles hors d'état de nuire. C'est d'interpeller les autorités au niveau national, de mettre tout en œuvre, de mettre toutes les batteries en marche pour doter nos militaires qui sont au front des moyens conséquents, de primes, des armes, afin de battre l'ennemi qui agresse nos compatriotes au niveau de l'Est de notre pays. Depuis janvier dernier, les affrontements entre le FARDC et le rebelle du M23 se sont rapprochés de la cité de Saké, en territoire de Masisi, provoquant la mort de plus de 28 civils, 50 blessés, ainsi que le déplacement de plusieurs milliers de personnes vers la ville de Goma, selon la coordination humanitaire. À ce jour, plus de 2,5 millions de personnes sont déplacées internes au Nord Kivu. Voilà, plusieurs affres de la guerre quand même. Je vous dis, Benjamin, vous êtes de là, vous êtes congolais, vous êtes de cette partie finalement de ce pays. Mais la question demeure, pourquoi le M23 tire-t-il sur les civils congolais? C'est une question. Au lieu de faire la guerre contre le FARDC, contre l'armée. Ça, excusez un peu, c'est province natale. C'est là où je suis né, à Bukavu. Ah, vous êtes à Bukavu? Vous êtes de Bukavu, finalement. Oui. Oui. J'ai été, moi également. Oui, j'ai apprécié quand même cette partie jouer dans les autres provinces, mais pas là-bas. Là, c'est vraiment imperméable. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on ne joue pas à Bukavu. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas faire des aventures. Les Rwandais ne peuvent pas traverser Ruzizi pour aller faire des aventures à Bukavu comme il fait au Nord Kivu. Mais c'est ce qui se fait, malheureusement. Parce que le peuple est éveillé. C'est là où Mouzé avait soutiré au moins 70% des Kadogo. C'est à Bukavu. Et ces jeunes gens qui se sont manifestés, ils sont de Bukavu? Oui, ce sont des Bukavu. Ils réclament quand même plusieurs, je veux dire, ils font beaucoup de doléances au chef de l'État, notamment fermer la frontière entre le Congo et le Rwanda. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des solutions, selon vous? On n'a plus les choix. On peut fermer la frontière. Parce que c'est le Rwanda qui est le bénéficiaire de cette ouverture des frontières. Non, mais ça va pénaliser quand même les commerces. Parce que j'étais également dans ce coin, je vois. Comment est-ce qu'il y a des traversées entre les deux parties? Non, pour aller à Ouvira. Vous pensez que ça ne veut pas pénaliser les choses là-bas? Nos opérateurs économiques du Sud Kivu, pour aller à Ouvira, ils passent au Rwanda. Parce que la route est impraticable chez nous. Ils passent par Rosizide, Nzahara, après Bugarama, Ouvira, Nani, Kamanyola, Ouvira. C'est eux qui sont les bénéficiaires de tout ça. On peut fermer ça. On peut fermer la frontière selon vous? Ils réclament également la fermeture de l'ambassade du Rwanda, ce qui est curieux quand même. Certes, on avait dégagé l'ambassadeur, mais l'ambassade du Rwanda demeure opérationnelle à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire les choses? Voilà, c'est ça qui décourage la population. Vous sanctionnez avec légèreté. Quand il faut sanctionner, il faut montrer que vraiment ça ne va pas. Vous pensez que si on ferme les ambassades, notamment des pays occidentaux, est-ce que ça ne va pas pénaliser quand même? Ça ne peut pas asphyxier la RDC parce que c'est leur requête finalement. Ça veut fermer toutes les ambassades des pays occidentaux qui nous font la guerre. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va asphyxier la RDC? On risque de vivre en autarcie et ne pas permettre notre émergence quand même. Non, fermer les ambassades, non. On peut continuer à dialoguer avec les ambassades
mais en respectant notre position. Ne pas négocier dans une position de faiblesse. Bomoni, non. On doit être catégorique. On ne veut plus voir les militaires rwandais sur les sols congolais, y compris les M23 et les FDLR. Non. Parce que FDLR et les M23, c'est une fabrication maintenant de Kagame. Tout exploite les minéraux au Congo pour aller les raffiner au Rwanda et revient avec les armes. On ne veut plus ça. Finalement, cette partie, je veux dire, elle est quand même prise en otage par le M23. Est-ce que chez vous-même, vous savez décrier la trahison de gens qui sont en mèche avec le M23 ou le Rwanda? Vous-même, en tant que venant de là, c'est-à-dire de Bukavu, est-ce que ce tableau-là vous paraît également de savoir dire que tel et tel ou tel sont de mèche ou des connivences avec le Rwanda? Je ne suis pas là pour... parce qu'il y a des services qui sont habilités pour ça, mais il y a des opérateurs économiques congolais qui sont en mèche avec les Rwandais. C'est ce qui amène tout ça sur notre propre sol. En quête de quoi? Du coltan? De quel minerai, par exemple? Des coltans. Oui. Il y a même des constructions qui sont à Goma, gérées par un Congolais, mais c'est pour les Rwandais. Waouh, ça c'est dangereux quand même. Et c'est ça la difficulté finalement. Oui, oui. C'est ce qui fait que la guerre persiste finalement dans cette partie. Oui. Il y a beaucoup d'intérêts. Que ce soit du côté du Rwanda comme du côté des Congolais. On a comme l'impression. Oui, il y a du côté des étrangers également. Il y a des trahisons, oui. Oui. Finalement, cette partie risquera de rester en péril pendant longtemps. D'autant plus qu'il y a plusieurs mains qui sont dans la marmite. C'est à notre armée de montrer sa force. Mettre fin aux aventures des troupes rwandaises. Et c'est tout. Très bien. Alors, Benjamin Nyakalal, on va prendre également le briefing du gouvernement. Je veux dire, ils ont toujours parlé de cette situation, et plus particulièrement par rapport aux manifestants de Kinshasa qui sont contre la guerre qui sévit à l'Est. Image de commentaire. Dans son mot introductif, Peter Kazadi est revenu sur les communiqués du gouvernement congolais qui a condamné ces actes barbares, rappelant tout de même le droit de manifester ses opinions dans le respect des lois de la République. Faisant un constat désolant des manifestations qui ont troublé la quiétude dans la ville de Kinshasa avec des dégâts matériels et des pneus brûlés, Peter Kazadi a fait savoir que des mesures ont été prises pour faire face à ces violences. Peter Kazadi a en outre appelé les Congolais au calme et à la discipline en unissant leurs forces autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise et de rappeler une autre forme de guerre médiatique imposée par les Rwandais à la RDC. Prenant la parole à son tour, Patrick Mouyaya a étayé le propos de Peter Kazadi, condamnant des actes de barbarie et saluant les mesures nouvellement prises contre ces violences. Nous comprenons donc la frustration et la colère des compatriotes, mais la violence n'est pas la réponse qu'il faut réserver, a-t-il dit. On reste toujours dans ce chapitre pour parler de la manifestation des femmes à Kinshasa, toujours par rapport à la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Toutes de noir, vêtues, munies de calicots et banderoles à la main, ces centaines de femmes chantaient des chants désapprobateurs de l'agression qui connaît la RDC. À ces femmes, quelques hommes s'y sont joints. Ils sont tous unanimes. Ils veulent que la guerre s'arrête. Cette marche de femmes est partie de la gare centrale au Palais de la Nation où un mémorandum a été remis au président de la République. Pour Esther Mpezo, journaliste et membre d'une organisation qui milite pour les droits des femmes, cette guerre injuste doit cesser car la République démocratique du Congo désire la paix. Il y a trop de silence face au génocide que vit la République démocratique du Congo. On nous tue, on nous massacre, on vit tout ce qu'on peut vivre, mais on ne dit rien. C'est un silence total. Alors il faut que le monde sache que nous voulons la paix et nous voulons la paix dans notre pays et rien d'autre. C'est depuis plus de 2 décennies qu'une guerre d'agression sévit dans l'est de la RDC, entretenue par le Rwanda et d'autres pays voisins. Cette guerre a déjà coûté la vie de plusieurs millions de Congolais. Un véritable génocide, estime Vicky Ndouandundu,
président de la fondation Umoja Forêt Vert. J'appelle ça génocide parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 15 millions de la population de l'Est qui meurt du jour au jour. C'est le ministère du Genre qui a initié cette manifestation. Mireille Massangou, ministre du Genre, Famille et Enfants, affirme que cette marche avait pour but de dénoncer le silence de la communauté internationale face au massacre des millions de Congolais dans l'est de la République démocratique du Congo par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. C'est ce qui ressort du mémorandum remis au chef de l'État. Fustigeons la complicité de la communauté internationale représentée par les USA, la France, la Belgique et les Royaumes-Unis, la Pologne, pour s'être rangés aux côtés de nos oppresseurs et leur politique immorale de soutien à nos agresseurs d'un côté et des réponses humanitaires inopportunes de l'autre côté. À l'issue de cette marche, le ministère du Genre, Famille et Enfants a décidé de célébrer la Journée internationale des droits de la femme sous une attitude de deuil pour compatir avec les femmes victimes des atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, il y a une question par rapport aux femmes, parce que bon, quand une femme se lève pour réclamer quelque chose, elle a toujours eu gain de cause, mais on a comme l'impression que malgré que nos femmes se lèvent, nos mamans se lèvent pour réclamer la fin de la guerre continue. Est-ce que vous pensez que ce genre de manifestations peuvent également apporter quelque chose contre cette guerre? Est-ce que vous pensez? Oui, il y a des manifestations, il y a des jeunes et des femmes. Je vois que les femmes ont respecté la manière dont on peut manifester, mais les jeunes non. Oui. Il y a eu plusieurs dégâts par rapport aux jeunes. Non, c'est pas comme ça qu'on manifeste. Il y a eu une décision d'ailleurs que la police nationale a prise interdisant la circulation de motocyclistes. Moi, j'ai appelé cette manifestation des jeunes comme celle qui est contre la vision du chef de l'État. Parce que quelqu'un qui est parti manifester commence encore à piller, à brûler. Non, non. Peut-être si on arrive au Rwanda, c'est là où on peut faire ces actes pareils. Mais dans votre propre ville, tu commences à piller, à voler les biens d'autrui. Ça, ce n'est pas une manifestation. À Kayassi, des véhicules des étrangers. Ça, ce n'est pas une manifestation. C'est pas des bonnes manifestations. Ce n'est pas un bon comportement. D'ailleurs, on prend la décision de la police nationale qui interdit la circulation de motocyclistes en ville ainsi que plusieurs autres badauds. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour revoir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs, évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc, nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus d'un sera comme avant et que la police passe à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont droit de... Voilà, Benjamin, on pose une question toujours en rapport avec ça, parce qu'il y a de ceux-là qui estiment que ces jeunes gens ont été manipulés par une main politique. Voilà pourquoi on se pose des questions. 2 jours durant, ils se sont manifestés tels. Il y a de ceux-là qui disent, soit c'est un incident qui est arrivé, les jeunes étaient surchauffés. Alors selon vous, est-ce qu'on peut parler incident ou manipulation? Non, ce n'est pas une manipulation, c'est le comportement individuel. On dit que je ne sais pas s'il y a un politicien qui peut envoyer les militants va saccager. Non. C'était ça, ils ont marché, mais ils ne sont pas éduqués pour marcher. Il y a eu des débordements, il faut quand même le rappeler. Il y a eu des débordements. Si tu vois, même la police commence à appeler à l'ordre.
C'est-à-dire il y avait vraiment un débordement qui ne dit pas son nom. Or, nous sommes dans un état de guerre. Chacun doit apporter une pierre. Même celui qui conduit les motos peut apporter à la police des vraies informations. Et la police peut exploiter ces informations, mais avec des comportements pareils. Mais quelle attitude avoir finalement par ces jeunes qui voient leur partie de l'Est en train de s'envoler pour le compte de Rwandais, massacrant jeunes, enfants, mères et vieux? C'est comme une désolation. Alors quelle attitude un jeune Kinois peut avoir par rapport à cette une activité quand même qui de nuire, s'il faut le dire, les mots manquent même pour dire ça, à toute la République. Oui, on a massacré les enfants et les femmes. Bien sûr, ça nous touche. Tout Congolais, ça nous touche. Mais cela ne peut pas nous émotionner. Parce que si nous entrons dans les émotions, on peut risquer d'échouer. Parce que l'ennemi qui a massacré ce peuple est identifiable. Est-ce qu'il faut que je m'apprenne à un Congolais qui est à Kinshasa pour montrer que je ne suis pas content? Non. C'est garder ma tête froide. Les jours où moi aussi je serai à Kigali, je crois que je vais déplacer même un immeuble. Mais finalement, le Rwandais, je veux dire, lance même des obus, des bombes à la population congolaise. Ça a décimé plusieurs d'entre nous, il faut quand même le dire. Les images étaient très atroces. Et on dit qu'il y a une complicité avec certains étrangers qui sont à Kinshasa. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, ils peuvent quand même, je ne dis pas qu'ils peuvent déborder dans ce qu'ils ont fait, quelque part c'est une émotion quand même qui pourrait, comme tu as dit, déborder et le pousser à agir tel qu'ils ont agi. Est-ce que vous ne pensez pas? Non, après avoir échoué leur tentative à sac et les coups qu'ils ont subis de notre armée, c'est là où, quand il est replié, il écrasait les enfants, les mamans, et les jeunes étaient en fuite déjà. Il y a persistance de guerre. C'était une colère. C'était une colère. Parce que c'était déjà, ils ont échoué de prendre des sacs. Ils ont vu peut-être, ce sont des mamans qui ont donné des informations ou quoi, c'est pourquoi ils ont... Alors quel danger nous sommes en train de courir au cas où ils prenaient cette partie, ça des saqués? Quel danger on pourrait courir? S'il prend sac, oui. S'il prend sac, c'est-à-dire, ça sera difficile de quitter Goma pour aller à Bukavu en route. Ils vont couper la route. On va rester avec seule voie, la voie maritime. La Kivu. Oui. Soit la Kivu, soit au Rwanda. C'est pourquoi ça que c'est vraiment une localité vraiment très stratégique. C'est à quelques kilomètres de Goma, on parle de plus ou moins 20 km de Goma? Oui, c'est juste 20 à 25 km. C'est qu'ils sont presque ils étaient presque à la porte de Goma, quand même, il faut le dire. Oui. C'est dangereux quand même, parce que la population de Goma s'est déplacée également. Mais ils sont même dans les Kibumba. Kibumba, c'est non loin de Goma. Ces mouvements de population, c'est également un mouvement qui inquiète finalement tout le monde, parce que là où ils vont, ils n'ont pas assez de soins viables et ils sont là comme réfugiés dans leur propre terre. C'est ça. Et quelles conditions de vie? Et dans quelles conditions? Conditions misérables. C'est pourquoi le président de la République et le ministre de la Défense, selon mon humble avis, avant que ces prétendants Kagame, parce que il est en train d'endormir les Congolais en disant que nous sommes en train de dialoguer, je ne sais pas si à Addis Abeba, ça c'est faux. Il se prépare pour prendre Goma. C'est ça l'objectif. Pourquoi ne pas faire la guerre contre le Rwanda directement? Parce que vous avez identifié l'ennemi. Pourquoi ne pas attaquer le Rwandais? Enfin, le Rwanda, pas du Rwandais, excusez-moi. Pourquoi ne pas attaquer le Rwanda? C'est pourquoi moi bombarder aussi au Rwanda. Bombarder, c'est bien, mais on a besoin de récupérer notre terre. On a bombardé dans les Massissi. On a tué
on a tué les militaires rwandais. Ah, Massissi? Il y avait des bombardements. Il y avait des bombardements. Mais, ce que moi je sais de l'armée patriotique rwandaise, ils ne s'inquiètent pas des bombardements. Comment? Et ils opèrent de forces terrestres. Parce que forces terrestres conquièrent directement les territoires. Mais les bombardements, même si nous bombardons à 100 km, s'il n'y a aucun militaire qui est là pour sécuriser là où on a bombardé, c'est juste c'est peine perdue. C'est pourquoi moi je demande au président de la République et au ministre de la Défense nationale de mettre les batteries en marche. C'est-à-dire de autoriser les mouvements des troupes. Les mouvements des troupes, qu'est-ce que cela veut dire? Si on a fait ça dans la Deuxième Guerre mondiale, on peut le faire nous aussi. Parce qu'il y a nos aïeux qui étaient déjà à Gambela. Gambela, ce n'est pas la République démocratique de l'Éthiopie. Oui. Les militaires qui sont à Kalemi doivent monter à Uvira. Ceux-là qui sont à Uvira doivent se projeter à Bukavu. Il faut nécessairement ça. Ce sont des stratégies d'un conseiller du ministre de la Défense. Oui. Ceux-là qui sont à Beni doivent commencer à regagner aussi Massissi. Ceux qui sont à Kindu doivent faire les jonctions avec ceux-là qui vont venir à Kalemi, doivent se retrouver tous à Bukavu. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat quand on fait ça? Ça va donner d'abord la force aux autres qui sont au front, qu'il y a un renfort qui est derrière nous. Parce que si on arrive à couper un sac, ça sera difficile pour nos militaires de s'en sortir à Goma. Mais s'il y a les troupes qui sont à Bukavu déjà, qui prennent les marches vers l'aéroport de Kavumu, ils peuvent dégager cette route facilement. On parle de Wazalendo. Oui, vous voulez dire quoi? Ceux-là qui vont quitter Beni, ils vont se servir pour libérer notre base militaire à Rumangabo. Parce que il y aura le temps où les Wazalendo aussi vont se fatiguer. Oui, parce que les Wazalendo, ce sont des civils quand même. Ils sont, je ne dis pas déguisés, mais ils portent l'arme de guerre contre l'ennemi. Mais ils ne sont pas assez rodés comme militaires. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, certes, on a inventé certaines prouesses, mais est-ce que vous ne pensez pas que Wazalendo, je ne dis pas que ça ne pèse pas, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un renfort militaire, former des escadrons, comme vous les appelez, pour faire la guerre contre le Rwandais? Enfin, c'est ça. Les M23, parce que vous dites qu'ils sont des Rwandais. Oui, c'est ça, c'est que moi. Pas les civils, hein, je suis pas dans. On doit ordonner le mouvement des troupes et non envoyer un bataillon et commencer à demander les informations seulement. Les Rwandais doivent sentir que les forces de la République démocratique du Congo est en train de venir vers eux. C'est comme ça. Ce sont des tactiques de guerre. Hein. Je crois que nous avons également une école de guerre en République démocratique du Congo. Bon, vous êtes à connivence sûrement, parce que vous êtes un ancien militaire et vous avez œuvré dans ce coin de la capitale. Alors on prend, dans le coin du pays, je voulais dire, on prend la diplomate américaine qui s'était rendue chez le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, toujours par rapport aux manifestations qu'il y a eu ici à Kinshasa. Auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, la diplomate américaine en poste à Kinshasa a obtenu des assurances pour la sécurité des missions diplomatiques au lendemain des incidents qui ont visé principalement l'ambassade des États-Unis pour son supposé soutien au Rwanda qui agresse la RDC dans sa partie orientale. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le ministre de l'Intérieur. On a parlé sur l'impact de la violence qui a ciblé l'ambassade des États-Unis ainsi que les autres missions diplomatiques le 10 février. Et nous avons parlé de l'impact sur nos opérations au quotidien. Je me suis félicitée des mesures qui ont été mises en place et Monsieur le ministre m'a expliqué quelles sont les mesures qui dorénavant vont être en place pour assurer la sécurité des missions diplomatiques et le personnel diplomatique. Nous attendons de reprendre toutes nos activités
qui sont bénéfiques pour la population, mais aussi qui va renforcer nos relations avec le gouvernement. Et nous espérons que nous pouvons le faire dans la paix et la sérénité, sachant que ce que nous faisons, c'est en partenariat avec le gouvernement et la population de la RDC. Les États-Unis ont été le tout premier pays de dénoncer l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. Nous continuons à travailler avec tous les acteurs pour chercher une solution diplomatique qui va permettre la paix à revenir dans l'Est de la RDC et la population à revenir chez eux. Deux manifestations qui ont éclaté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour dénoncer les soutiens du pays occidentaux au Rwanda qui agresse le pays. On avait déjà décrié cette façon de faire des Congolais, des Kinois congolais. Bref, on parle de la caisse de solidarité qui a été mise en place. 15 milliards de dollars, 15 milliards de francs congolais, devrais-je dire, aux victimes de la guerre à l'Est. Images et commentaires. Ainsi, dans le souci de résorber la crise humanitaire qui secoue le pays à la suite de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda sous les couverts du M23 et des catastrophes naturelles, notamment dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, de Kwilu ou de Kwango, la ville de Kinshasa, le Kasai central, Amale-Mankulu, le gouvernement de la République est sur tous les fronts pour répondre positivement à l'appel de solidarité nationale lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis 2022. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Samalou Kondé a remis un chèque de 15 milliards de francs congolais, environ 5 millions de dollars, au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à Fleuve Congo Hôtel à la soirée de solidarité nationale en faveur des compatriotes victimes du drame humanitaire occasionné par la guerre d'agression rwandaise au Nord Kivu, des atrocités des groupes armés en Ituri, du conflit interethnique dans le Malemankulu et des catastrophes naturelles du Kasai central et à travers le territoire national. Cette ardente volonté ne saurait définir une réalité si elle ne bénéficie d'aucune appropriation par tous et par chacun. Nous devons donc agir ensemble pour y arriver. Il s'agira pour nous de témoigner à nos frères et sœurs en détresse toute notre solidarité, notre compassion, mais aussi et surtout notre fraternité. Tout en demandant à l'Assemblée du pays de répondre positivement à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, le Premier ministre a insisté sur le bien fondé de la Caisse nationale de solidarité. Il a appelé les uns et les autres à s'approprier cette initiative. Quelques membres du gouvernement, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, de la recherche scientifique, du plan, de mandataires des entreprises publiques et privées, ainsi que plusieurs autres compatriotes ont pris part à cette soirée de la solidarité nationale. Voilà, excusez-moi. Soirée de la solidarité nationale, Benjamin Nyakalala, un ex-Kadogo. La question, elle demeure. 5 millions de dollars pour les déplacés de guerre. Voilà. Est-ce que cela n'est pas anachronique par rapport à la bonne volonté du régime? Parce que bon, on se pose des questions. Nous avons de dignitaires qui amassent beaucoup plus d'argent. Ils ont un salaire faramineux. Mais c'est 5 millions de dollars qu'on doit donner à ceux-là qui sont en train de subir des affres de la guerre. Comment est-ce que vous avez perçu cette opération? Oui, moi je me demande si ces 5 millions de dollars, on va acheter des lots. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va acheter. Je me demande d'abord, je crois qu'on doit cesser de prendre des choses à la légère. C'est ce que moi j'ai dit ici. Aujourd'hui, ils ont récolté cet argent, on peut les dépenser dans des jours. Et après, avant qu'on ne détourne pas ça non plus, parce que bon, on ne sait pas auprès de qui on va remettre cet argent, combien il va débourser pour cela là-bas. On se pose des questions, on sait comment on fonctionne parfois. C'est pourquoi cette situation grammatique des déplacés doit être budgétisée dans les budgets de l'État. Parce qu'à tout moment, une catastrophe peut se produire.
Moi, je ne sais pas si encore c'est vrai. On donne 5 millions aujourd'hui, il faut attendre peut-être si les 2 ans pour en faire encore le geste. Si les députés commencent à chercher, je ne sais pas si c'est 25 000 $, il n'y a pas moyen de lui donner même, de donner 15 000 $. Et sur 10 000 $ par député, on commence à garder ça pour la caisse pour la solidarité nationale pour les Africains, je ne sais pas. En tout cas, il faut que les choses changent. J'ai aimé quand tu dis il faut qu'on arrête de prendre des choses à la légère. Oui, il faut que les choses changent. Très bien. Alors, on prend un élément quand même insolite. Un joueur de football a été finalement radié de son équipe à cause du geste posé devant le public rwandais au cours d'un match. Image de commentaire. Le footballeur congolais Héritier Luvumbu est revenu en RDC après sa suspension de 6 mois par la fédération rwandaise, la résiliation de son contrat par son club pour son geste dénonçant la situation dans l'est de la RDC. À son arrivée à Kinshasa, il a été accueilli par le ministre des Sports François Kabulo. Ces derniers l'a qualifié des héros de la libération du pays. Lors de la rencontre, le ministre a remercié Luvumbu par son geste patriotique et a déclaré que le gouvernement continuera la lutte jusqu'à chasser le Rwandais de l'est de la République démocratique du Congo. Il a reconnu que le pays traverse une période extrêmement sensible et difficile. Le ministre s'est dit ouvert à trouver des solutions pour la suite de la carrière d'Héritier Luvumbu. Cet accueil officiel montre que le joueur est devenu un symbole en République démocratique du Congo pour avoir dénoncé depuis les terrains de la situation sécuritaire dans sa région d'origine. Son geste a suscité un fort écho politique. Je ne suis pas un politicien, je ne suis qu'un joueur, dit Héritier Luvumbu. Mais en tant qu'ambassadeur, j'ai décidé de soutenir mon pays. Revenons sur ces dernières heures sur le sol rwandais. Il révèle que c'était difficile pour moi, mais j'avais la foi. Je n'avais rien fait de mal. Il révèle que j'ai commencé à recevoir des messages de menaces. La présence militaire était inhabituellement renforcée dans mon quartier. Heureusement, notre ambassadeur a envoyé un véhicule me prendre et j'étais traqué par des éléments non apparents. Arrivé sain et sauf à Kinshasa, il appelle à rester unis et solidaires pour ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Tout de même insolite, Benjamin, un joueur se fait radier de l'équipe simplement à cause de ce geste qui devient finalement, on dit, une sorte de masque congolais contre l'agression rwandaise. Ah oui, c'est un joueur congolais qui a montré à la face du monde et encore dans un pays agresseur. Quel risque? Je suis ici, mais vous êtes en train de nous massacrer. C'est un bon risque qu'il a pris quand même, tant que joueur, devant une foule. Oui, il a pris un risque. Je peux demander à la fédération rwandaise de réhabiliter Luvumbu parce qu'il ne mérite pas d'être chassé. Il est congolais, il a exprimé ce sentiment. C'est risqué encore de le retourner là où il a été suspendu. Il risque d'être pris en sandwich finalement. Ce que vous ne pensez pas. Sandwich comment? Ah ben oui, parce que s'il retourne sur ce terrain-là... Même si on m'envoie au Rwanda, je peux y aller pour travailler. Il faut faire très attention parce que bon, la tension peut monter entre les deux pays, ça il faut quand même le dire. Hein. Non, on ne peut pas être loin de l'ennemi. On doit être proche de l'ennemi pour savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est comme ça. Voilà, alors ces gestes devenus pour nous un symbole de résistance. C'est ce qu'on croit. On termine par cet élément. L'informateur du gouvernement de la République, Augustin Kabuya, était en rencontre avec plusieurs autres autorités, et notamment celle de l'opposition. Deux formations politiques de l'opposition républicaine sont les premières à être consultées le vendredi 16 février 2024. La délégation de l'opposition républicaine DIPRO, dynamique progressiste conduite par son président Constant Mutamba, a été reçue juste avant le nouvel élan d'Adolphe Muzito. Les échanges entre l'informateur Augustin Kabuya et la délégation du président national des Nouvel Élan, Adolphe Muzito, ont duré près d'une heure avant que les deux personnalités ne restent en huis clos. Et les deux partis se sont mis d'accord autour d'un certain nombre de points par rapport à la marche de la République, par rapport aux réformes que nous devons engager pour faire avancer la République. Et pour le reste, je crois que nous réservons la primeur à l'informateur puisque, comme vous le savez, selon l'article 78, il est appelé à présenter le rapport de sa mission au président de la République et nous pensons que lors de
de cet exercice, il va devoir décliner le contenu de tout ce qu'il va avoir auprès de chaque délégation qu'il est en train de recevoir. Non, je crois que, comme vous le savez si bien, c'est que c'est une mission qui est constitutionnelle. Nous étions allés aux élections, il n'y a eu aucun parti politique, moins encore un regroupement qui a pu obtenir une majorité absolue, ce qui fait que le chef de l'État ne pouvait que passer par un informateur pour pouvoir matérialiser une coalition qui doit mettre en place une majorité parlementaire. Les prochains jours s'annoncent riches en consultations avant les comptes rendus finaux à présenter dans 30 jours minimum au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Augustin Kabouya, à lors de son point de presse d'avant-consultation, signalait que les partis politiques devront principalement préciser leur appartenance ou non à la coalition majoritaire pour former le gouvernement. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale, avait-il précisé. Voilà, on va terminer par là. Benjamin Nyakalala, je rappelle que vous êtes coordonnateur des ex-Kadogo. Tout à l'heure là, l'informateur du gouvernement, Augustin Kabouya, en pour parler avec certaines autorités, même celles de l'opposition. Alors, on a besoin d'un chef, d'un premier ministre qui va venir. Oui, je crois que si moi je peux conseiller le chef de l'État, c'est de prendre des militaires en général. Qu'il est ces gens-là. Il faut encore... Un général de l'armée? Oui. Pourquoi? Parce que avec ces politiciens... Comme premier ministre? Attendez, je te dis. Après, quand on va dégager un premier ministre civil, il y aura encore déficit de la cohésion nationale. Attendez, vous allez voir. Et pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce que les politiciens ils sont obsédés par des postes. C'est pourquoi il faut choisir un général. Un général d'armée. Un général d'armée. Qui doit diriger le gouvernement. Oui. Comme à l'époque de Likulia. Oui, c'est ça. Kula Bolongo. Oui. Mais nous avons un ministre de la Défense qui n'est pas de moindre, c'est Jean-Pierre Bemba, qui a fait également la guerre. Mais un ministre de la Défense qui a fait la guerre également. Il faut vous ne pensez pas que... Non, il faut quelqu'un. Il faut un premier ministre qui va parler même langage avec les ministres de la Défense. Si c'est un civil, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que la guerre reste une priorité pour la RDC? Oui, c'est ça. C'est pas son économie, non? C'est ça la priorité des priorités, parce que Massissi regorge au moins 60% des minéraux recherchés. Il faut absolument les récupérer. Il faut absolument les récupérer. C'était le mot de clôture de Benjamin Nyakalala. Je vous ai présenté comme coordonnateur des ex-Kadogo. Vous avez fait la guerre de la FDL contre le régime Mobutu. Vous êtes arrivé jusqu'à Kinshasa. Vous avez défailli le régime Mobutu et vous avez œuvré aux côtés de Joseph Kabila. Il a été président de la pendant plusieurs années. Il ne parle presque plus, sénateur à vie. Je sais que vous êtes souvent en contact également avec lui. On espère bien qu'il va dire un mot par rapport à cette guerre un jour. Lui, il est aussi congolais comme nous tous. Il se porte très bien. Ouais. Il continue ses études. C'est ce qui est important. Félicitations à lui parce qu'il a eu son doctorat. Oui. Il se porte bien. Voilà. Voilà, Joseph Kabila, avec tout le respect qu'on lui doit en tant qu'ancien chef de l'État et sénateur, le tout premier sénateur à vie. Toutes nos félicitations pour votre bac. Plusieurs niveaux. Voilà, vous êtes intelligent et surtout, on vous aime bien. Très bien encore. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci à Serge Makosoro du lieu de quelque part de là pour la matérialisation de ce journal. On se retrouve le dimanche prochain à la même heure. D'ici là, portez-le bien. Bonne suite de programme sur Canal Kina.